Parce que si je reste à Montréal puis je parle à personne, il n'y a personne qui va me connaître. Alors, si je voulais atteindre des élèves des États-Unis ou d'Angleterre ou ici au Québec, j'avais pas le choix de mettre mon info en ligne, pas vraiment pour aider des joueurs, mais c'était même juste pour dire, OK, regarde mon info, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes élèves. Si tu veux venir me voir, ben ça c'est mon info, ça c'est la base de mon info. Alors, je mettais de l'info en ligne gratuitement. Alors, c'est rendu plus un secret quand on parle de l'information. Alors, je pense que l'industrie a changé beaucoup dans les 5-10 dernières années. C'est une belle aventure qui commence pour Golf Nation sur les plateformes de TVA Sport, de Cube Radio. On est maintenant hébergé, distribué et promoté par ces deux brands-là qu'on aime beaucoup. Mark Fraser, salut. Salut Max, comment ça va? Ça va super bien. On est en direct de notre studio Callaway Golf. C'est le fun parce que là, on avait déjà les gens qui nous suivaient sur Golf Nation. Oui. On avait déjà, depuis qu'on a parti cette aventure-là, plusieurs maniaques de golf qui nous suivaient, mais là, en débarquant sur les plateformes de TVA Sport et Cube Radio, on a la chance de s'adresser à encore plus de golfeurs et de golfeuses. Fait que salut tout le monde. Moi, c'est Max Lalonde. Lui, c'est Mark Fraser. Je pense qu'il faut qu'on se présente encore. Oui, il faudrait parce que on n'est pas des noms connus. Mais toi, tu l'es. Moi, je ne le suis pas. Fait que je pense que ça vaut la peine de dire aux gens qui on est, pourquoi qu'on est là et comment est-ce qu'on s'est rendu où ce qu'on est, parce que notre cheminement, notre parcours n'est pas du tout la même chose entre toi et moi. Oui, c'est vraiment différent. Moi, je suis un gars qui arrive de la radio et de la télévision. J'anime les pros à TVA Sport que vous avez vu l'été dernier à propos du East Coast Pro Tour. Je vais animer la saison 2 encore une fois cet été. Je suis le producteur, l'ambassadeur et l'animateur de la campagne Sortez golfer propulsée par Golf Québec. Mais j'ai commencé dans le golf à 16 ans quand je vendais des bâtons chez Chuck Brown. Fait que j'ai un long historique dans le golf. Je suis pas un pro. Je n'aurai jamais la prétention d'être un professionnel. Je suis un 6 d'handicap qui a bien du fun, qui adore la game, qui a voyagé beaucoup, qui a joué à peu près partout, je vous dirais, dans les hotspots aux États-Unis, en Arizona, en Floride, dans les Carolines. J'ai joué en Europe aussi un peu pour le plaisir toujours. J'ai cette passion-là pour le golf que je veux transmettre au plus de gens possible, quitte à vous forcer à jouer au golf avec moi. Je veux vous parler de mon amour pour la game, de ce que ça a créé chez nous, dans ma famille, les rapprochements. Oui. C'est ça on va parler de tellement d'affaires sur ce podcast-là, mais ça a créé de beaux moments en famille. Mes plus beaux moments dans ma vie, c'est avec mon père en voyage en Arizona, au TPC Scottsdale. Oui, des voyages avec mes meilleurs chums. Puis c'est ça que je veux faire. Puis c'est un peu qui je suis dans l'univers du golf. Je suis un gars qui aime la game, qui se fâche une fois de temps en temps, que je cassais un de ses wedges l'année passée à grand coup de genou parce que j'ai manqué un chip pour la 3e fois. Je suis un golfeur moyen qui s'amuse puis qui espère, avec Golf Nation, avec son chum Mark, vous transmettre la passion du golf. Ben je pense, une bonne introduction à qui tu es puis comment tu t'es rendu où ce qu'on est. Puis moi, c'est complètement le contraire. Oui. J'ai commencé jeune à frapper la balle dans ma cour arrière en République dominicaine où j'ai grandi. On avait un terrain de 9 trous, pas un champ de patates, mais c'était pas extraordinaire comme place. Et je frappais la balle de temps en temps. Notre famille, on n'était pas des grands golfeurs. Fait que moi, je sortais, je jouais quelques trous en arrière. Et c'est juste à l'âge de 17 ans, 16-17, j'ai commencé à travailler dans l'industrie du golf. Fait que moi, c'était pas vraiment jouer le game, mais travailler. Le voir de proche au moins. Exactement. Je travaillais dans l'industrie touristique. On m'a approché pour gérer un tour opérateur de golf. Et c'est là où écoute, je suis passé de travailler à l'extérieur dans les hôtels, avoir un bureau dans un clubhouse de 27 trous à Cocotal, à République dominicaine. J'habitais sur le terrain. Fait que c'est vraiment, je suis parti d'avoir une petite relation avec le golf, à être immergé dans le golf parce que tu habites sur le terrain, le clubhouse du terrain, c'est ton bureau. Puis c'est là où j'ai commencé à jouer, je te dirais, tous les jours. L'heure du dîner, on s'en allait faire des chipping contests dans un petit trap de sable dans l'aire de pratique. Les gars avec qui je me pratiquais, c'était nos chauffeurs qui allaient chercher les clients dans les hôtels, les amenaient au terrain de golf. Fait que tous des Dominicains, avec, je te dirais, c'était pas des gens qui ont grandi dans le golf parce qu'il n'y avait pas les moyens. Non, c'est ça, c'est un sport qui est dispendieux. C'est dispendieux, fait que c'est des gens qui ont eu la chance à l'apprendre. Puis j'ai des chums qui sont devenus des golfeurs là, incroyables avec des 3-4 handicaps. Wow.
Puis, il n'aurait pas eu la chance s'il n'aurait pas été travailler comme chauffeur d'autobus pour amener les clients. C'est sûr de mettre les pieds dans l'industrie. Ouais. De là, j'ai continué dans l'industrie du golf. J'ai créé moi-même mon propre tour opérateur. On avait des clients de partout à travers le monde. On a même eu la chance de servir à des gens, des riches et célèbres qui sont allés à Casa de Campo, à Punta Espada. Fait que j'ai fait ça pendant 13 ans. Moi et ma femme, on a créé ce business-là. On a adoré ça. C'était du 7 jours semaine pendant à peu près 10 mois par année, sans arrêt. Et quand j'ai déménagé de la République dominicaine pour venir au Canada, j'ai continué dans l'industrie du golf et j'étais exposant à l'Expo Golf. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai demandé est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider avec l'Expo Golf? Et on m'a offert la job pour gérer l'Expo Golf. Fait que je suis parti encore dans l'industrie, j'ai continué à jouer, mais vraiment côté industrie. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés, Marc. C'est là où on s'est rencontrés. On a eu la chance de se rencontrer il y a 3 ans. Et écoute, 2 parcours différents, mais on a à peu près la même âge, on est des tripeurs et je pense que ça fait en sorte qu'on a une chimie que tu ne peux pas y recréer parce qu'on est, même dans nos discussions. On aime les mêmes affaires dans l'industrie. On aime les mêmes affaires, mais on a des points de vue différents. Très différents. Ça, je pense que les gens vont apprécier. Ouais, fait que ça fait le tour des présentations. Merci d'embarquer dans le projet Golf Nation. Si ça vous tente de jaser avec nous autres, en dehors du podcast de la balado, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Golf Nation. Faites juste une demande, vous allez pouvoir rentrer, tout est là. Puis ça va nous faire plaisir dans la semaine, justement, d'échanger avec vous. On a un paquet d'affaires là-dessus. On est une gang de tripeux. On est aussi très, très fiers d'être le premier balado francophone uniquement de golf à être hébergé sur les plateformes de TVA Sport et les plateformes de Cube Radio. Puis je veux dire un immense merci à Louis-Philippe Neveu de TVA Sport, de son ouverture d'esprit, puis la confiance qu'il nous témoigne dans ce projet-là. On va recevoir des chums de TVA Sport sur le show dans les prochaines semaines. On a un bon show aujourd'hui, vraiment. Oui. En fin d'émission, on va recevoir un gars qui s'appelle Shane Nokjovani. C'est un entraîneur, c'est un coach de golf qui coach des gars sur la PGA, des filles sur la LPGA, des gars sur le Korn Ferry, sur le Champions Tour. Il nous drop des noms en plus. Fait que vous allez pouvoir entendre un parcours qui est extraordinaire. Écoute, tu l'écoutes puis tu fais comme souvent tu fais à Ville-Saint-Laurent, le gars fait des FaceTime. Manquez pas ça, on va lui parler justement d'un de ses élèves qui est au Masters cette semaine. Oui. Mais pour commencer le show, lui, il est à Augusta. Il est allé là à la base pour suivre Brigitte Thibault, qui était au Augusta National Women's Amateur. Oui. Je le déteste un mois par année, ce gars-là. Puis c'est pas mal là. Et il sera du gros tournoi en fin de semaine. Il ne jouera pas, il est assez bon. Mais il va être là pour le couvrir. Je parle de notre ami collègue du Journal de Montréal, François-David Rouleau. Il y avait de bonnes anecdotes, François. Il y avait des bonnes anecdotes parce que c'est pas juste le fait qu'il est là. C'est comment il s'est rendu là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle, on est lundi de Pâques, on parle qu'on est encore en pandémie. Ah oui, totalement. Puis, il est parti à Augusta. Il n'a pas pris l'avion. Fait qu'il va nous en parler comment il s'est rendu là. La Golf Nation s'en part avec François-David Rouleau. On est très content de le rejoindre. Il est présentement dans la Mecque du golf. C'est un des chanceux qui peut assister au Masters, mais qui a assisté cette semaine à l'escapade, à l'aventure de Brigitte Thibault à Champions Retreat et à Augusta en ronde de pratique du Journal de Montréal, François-David Rouleau. Salut, Frank. Salut. Content de te jaser. C'est une belle aventure que tu as fait en voiture. Commençons par ça. Comment va ton dos? Ça va bien. Disons que j'étais raqué en arrivant à Augusta. C'est 17 heures de voiture là, qui se fait en 2 jours. En fait, j'ai coupé le voyage en 2. J'ai arrêté dans le coin au sud de Washington, à Alexandria, mais ça se fait. C'est la première fois que je partais sur la route aussi longtemps. Je l'ai fait dans le hockey junior de la route, là, du 2, 3, 4 heures. Là. Mais du 17 heures, ça faisait un bon bout de temps. J'avais jamais fait ça. Ça a bien été. Agréablement bien surpris de ce trip-là. Ça a bien été. Puis pas trop de trafic parce que je descendu par la 87 en direction de New York. Ça, j'ai ramassé la 95. Puis il y a plein de monde qui m'avait dit « Faut pas que tu passes par là parce que tu vas ramasser le trafic des grandes villes américaines. » J'ai réussi à me faufiler. Là. Ça a bien été. Là, quand j'ai arrêté
Alexandria lundi soir passé. J'avais 11 heures en arrière de la cravate. Un accident entre Washington et Baltimore. C'est pas moi l'accident qui m'a retardé une demi-heure, mais mon but, c'était de me rendre dans le coin de Richmond en Virginie, mais à 7 heures le soir. Là, après le souper, là, j'étais fané. Là, on va arrêter puis on va prendre une bonne nuit de repos. J'ai fait le reste le lendemain. C'était vraiment bon. C'est cool que le journal t'ait fourni cette opportunité-là d'être là sur place parce qu'il y a beaucoup de médias cette année qui, à cause de ce qui se passe, des médias internationaux, n'ont pas l'occasion d'aller mettre les pieds là-bas. Là. Tout à fait. Hein, y a pas, on reste à peu près la même liste de médias qui étaient présents au mois de novembre. Ils ont repris la même liste et ils ont demandé est-ce que vous voulez revenir. Puis on a su ça au mois de janvier. On a fait nos devoirs. J'étais arrivé avec des plans à mon patron. Puis je dis là, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pris l'avion, c'est parce qu'en novembre, il y a à deux occasions, mes itinéraires ont été annulés. Donc, puis à chaque fois, il y avait une augmentation de prix. Donc, on part, mettons, avec des billets d'avion autour de 400 $, puis on finit avec un billet d'avion à 1200. Ça n'avait pas de sens. Puis là, avec la présence de variants, les restrictions de voyage, tout ça, puis ça ne me tentait pas pour venir à Augusta. Là, c'est soit tu passes par Chicago, Newark, ou Washington, puis tu t'atterris à Atlanta ou tu atterris à Columbia. Là, c'est sûr que tu prends un avion américain, puis les mesures sanitaires dans les avions américains sont bien moins importantes que dans les avions canadiens. Donc, là, j'ai dit, non, pas trop sûr. J'ai vécu United en novembre. Ça me titillait. Puis, tu sais, le but, c'est de partir en santé puis de revenir en santé. C'est pas la quarantaine. Là. Je vais être rendu à ma 5e quarantaine la semaine prochaine. Là. C'est pas ça. Là. La responsabilité est là. C'est 2 semaines en cabanet à la maison. C'est vraiment sur la sécurité dans ton voyage. Donc, je me suis dit, on va essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler. Puis, en voiture, tout seul, tu t'arrêtes dans un hôtel, ton masque, on y va en auto. Là, après ça, il fallait trouver une manière de passer la douane terrestre. Les médias, on est considéré essentiel. On est considéré essentiel au Canada. Aux États-Unis, c'est un autre game, comme on dit. J'avais encore là fait mes devoirs, appelé à certains postes d'entrée frontaliers. J'avais appelé à Ogdensburg, à Thousand Island en Ontario, à la colle, évidemment, puis du côté de Phillipsburg, je pense, sur la 89, là, qui rentre vers le Vermont. Tous les douaniers me disaient, toutes les personnes à qui j'avais parlé m'avaient dit c'est vraiment cool, il ne devrait pas avoir de problème, amène une couple de documents, puis ça devrait aller. Puis, je regardais, j'ai fait mon test 72 heures avant de partir. J'étais arrivé avec la lettre que l'Augusta National m'avait fournie. Je n'étais pas le premier à leur demander cette lettre-là. Ils savaient. La lettre de mon employeur, mon contrat de location de condo ici à Augusta, mon résultat de test, des articles que j'avais faits auparavant pour prouver que c'est pas je décide de partir sur une stripe, puis je descends aux États-Unis, c'est ça. Donc, je suis arrivé avec un cartable. Évidemment, ils ne m'ont pas laissé passer à Guérite. La première fois, là, la barrière s'est ouverte, puis ils m'ont dit « tu t'en vas à l'intérieur ». Et c'est là que ça a commencé toutes les questions. Là. Ça a été une entrevue en règle. Là, je suis arrivé préparé. Puis, même si le douanier est bien gentil, c'est pas lui qui prend la décision finale. Non, je pense que aussi a passé à travers 3 puis 4 paires de mains. Par moment, ils sont venus. Puis ils ont vraiment, eux, le flag a levé sur le fait que d'habitude, dans mon passeport, je passais à l'aéroport. Puis là, ils ont dit pourquoi cette fois-là, c'est la seule fois que tu as un passeport de 10 ans que tu décides de passer terrestre. Là, je leur ai expliqué. Je disais non, mais il doit y avoir d'autres choses. Non, rien. Allez dans mon auto, allez fouiller. Il n'y a rien là. À part ma glacière qui était pleine de bouffe parce que je ne voulais pas arrêter de manger du fast-food en descendant. Puis je ne voulais pas arrêter dans chaque petit bled pour aller. Tu sais, on augmentait les risques de sécurité. Donc, j'avais tout amené mes choses. Puis à un moment donné, on dit OK, gars, la dernière question, c'est le Masters la semaine prochaine. Fait que, ça revient la semaine prochaine. Le General Masters, là, la semaine, le programme complet commence mercredi de la semaine passée. Puis on a une Québécoise qui est là. Puis on dit c'est quoi qui commence mercredi? C'est le championnat féminin, tu sais. Fait que là, ils ont dit OK. Puis après, mais je dis, après, il y a le tournoi junior. C'est vraiment cool pour les juniors. Il y a plein d'enfants qui sont là. Il y a 3 Canadiens qui participent. On est là, on fait le programme complet. Il dit, parfait, c'est go. Vas-y, il n'y a pas de problème, on te laisse rentrer. Puis là, il m'a dit, un petit conseil, fais pas l'arrêt jusqu'au bout. Là. Il dit, arrête en chemin. Puis, erreur, je vais arrêter à Washington. Il dit, pourquoi Washington?
Ouais, avec tout ce qui s'est passé, c'était peut-être pas la meilleure des idées, c'est Washington, tu sais. Et je dis, non, Ah, mais mais l'autre ville. ouais, c'est ça, je vais arrêter au sud de Washington. Je ne veux pas rentrer dans la ville directement. C'est juste pour rester à l'hôtel, me reposer. Ils disent, OK, go, vas-y. Ouais. Donc, c'est c'est un cool. beau trip. J'aurais aimé ça pouvoir arrêter à plein d'endroits. Là. Je passais en Caroline, il y a Piners qui est là. J'ai vu ça sur la pancarte. Je me suis dit, hey, j'arrête-tu, je vais-tu voir, mais j'avais pas le temps. Le temps était pas le compté. temps, non, c'est ça. J'avais un test à passer en arrivant à Augusta. Le rendez-vous pour le test COVID était pris depuis une semaine. Tout est fait, tout est compté. Des fois, on dit road trip, tu peux t'arrêter dans un bar, dans un endroit spécial, puis tu dis, hey, je prends des photos, puis je parle avec le monde, tout ça. Mais en temps de COVID, Non, on fait pas. c'est zéro. C'est vraiment pas souhaitable. Donc, je suis resté dans mon auto, je me suis bien installé, puis ça a super bien été. Dans le Turnpike au New Jersey, j'ai collé des stickers avec des numéros pour pouvoir suivre le flot du trafic. Je suis pas quelqu'un qui roule lentement en voiture, pas quelqu'un qui roule à des vitesses de fou. Mais quand tu roules 125, tu te fais dépasser d'un bord puis de l'autre, tu dis, bon, je pense que je vais peser sur le champignon un petit peu pour me suivre le flot du trafic. Ça a été Fait que là, plus vite, 18 heures, c'est pour ça que ça a pris 17. mais là, t'as passé toute cette histoire-là. Là, tu arrives à Augusta. C'est quoi la game, là? Tu arrives, premièrement, tu te reposes un peu, mais Non. c'était quoi ton plan de match en Le arrivant? plan de match, en arrivant, là, c'est je pensais arriver en fin d'après-midi le mardi. Puis je suis arrivé peut-être un peu plus tôt. J'ai laissé mes choses à l'appartement. Je reste dans un condo au centre-ville d'Augusta, vraiment, vraiment à Sharp. OK. La semaine passée, il y avait une fanfare qui jouait en bas de ma fenêtre de condo le vendredi soir. Puis je finissais de travailler. Puis j'avais la fanfare de musique c'est cool. des États-Unis. C'était vraiment Sharp. Donc, je suis arrivé, j'ai laissé mes choses au condo. J'ai filé directement vers les stationnements du Augusta National où sont les centres de dépistage. Là, tu fais le dépistage toi-même, encore une fois, 15 secondes dans chaque narine. Là, un gars apprend de ses expériences. Je suis allé pas mal moins profondément que la première fois. Ça prend une certaine dose de jusqu'à dans le fond jusqu'à le fond du cerveau, mais ça a passé pareil. Et 20 minutes après, tu reçois le résultat. J'étais en train de pousser mon carrosse à l'épicerie pour faire mon épicerie pour la semaine parce que l'Augusta National nous demande de faire attention en ville. Ouais. Ils ne veulent pas nous voir dans les restaurants, dans les bars à faire la fête, tout ça. Parce que, tu sais, Non. on a rangé d'à peu près 14 pépites, 14 places de travail. On est 4. J'ai quelqu'un en avant de moi, j'ai quelqu'un en arrière de moi. Faire attention. Donc, on peut prendre du take-out dans les restaurants, mais moi, je me dis, je vais faire ma bouffe le soir, même si j'ai pas tout le temps. Ton premier mandat, c'était de suivre Brigitte Thibault. C'est ça. Fait que tu as le résultat du test et tu as le feu vert pour pouvoir rentrer sur la propriété du Augusta National. Là, on s'en allait à Champions Retreat. Donc, il était rendu 6 heures. Je suis rentré à Champions Retreat mercredi matin très tôt pour aller voir Brigitte. J'ai suivi Brigitte de sa première ronde au complet, deuxième ronde au complet aussi. Puis malheureusement pour Brigitte, ça a arrêté après la deuxième ronde. Chanceuse de pouvoir participer à la ronde de pratique au Augusta National vendredi matin. Ça a super bien été. Elle a joué à peu près à 76, qu'elle me disait. On la voyait aussi plus relax. La tonne de pression qui était tombée. Brigitte, son objectif, là, c'était non seulement d'amasser de l'expérience pour pouvoir peut-être se rendre à la ronde finale, mais l'objectif ultime, c'était participer à cette ronde finale-là qui incluait les 30 meilleurs golfeurs. Et elle a fini 64e. On regarde 82 golfeurs dans le field. Et il y en avait 18 qui étaient la 18e moins bien classée des 82. Donc, elle a tombé directement sur son classement mondial. Mais ça, là, ça témoigne du calibre du golf féminin dans le monde parce que tu prends une fille comme Brigitte Thibault qui a gagné sa conférence en Mountain West l'année passée, qui fait super bien sur l'NCAA. Elle arrive dans un tournoi comme ça, puis c'est encore pas simple, puis il y a encore bien du monde en avant d'elle. C'est pas simple parce que c'est pas une cote qui se fait avec 50, 60 joueurs comme sur le circuit de la PGA. C'est une cote à 30 filles. Puis pour avoir le 30e ticket, là, il était 5. Puis il avait joué plus 7. Disons, dans le playoff, là, il y avait la fille qui menait
à la suspension du jeu à la première ronde. Elle n'a pas fait la cote. Donc, ça donne un bel exemple. Parmi les 5 filles qui ont fait le playoff, encore une fois, il y a une des filles qui jouait avec Brigitte. Elle s'est tiraillée pendant 2 rondes. La deuxième ronde, c'était épouvantable. J'ai croisé certains coachs, dont celui des Bulldogs de l'Université de la Géorgie, Josh Brewer, qui est l'entraîneur de Céleste Dao, la québécoise. Oui. Il m'a regardé, puis il partait à rire. Il était 8 heures le matin, il faisait froid, puis il ventait avec cornébœuf, puis il dit ça va être un carnage aujourd'hui. Il dit, je te le dis, ça va être vraiment un carnage. On a vu les scores monter immédiatement. Dès que les filles ont pris le parcours, là, ça a été automatique. Il y avait des gros chiffres partout sur les tableaux. Puis, ça a augmenté. Je pense que la deuxième ronde, là, la moyenne, c'était comme pas loin de 77 le parcours. Là, j'ai eu la chance de parler à Brigitte après sa performance, après son élimination, on va le dire comme ça. Puis elle avait l'air sereine, elle avait l'air quand même bien. Ouais. J'imagine que tu l'as rencontrée aussi. Comment ça s'est passé à chaud en terminant? Brigitte, c'est une fille qui est intelligente, qui est authentique. Pour un peu diminuer la pression, le jeudi soir, je lui ai dit, bon, un peu cette entrevue-là, c'est me passer chez le dentiste quand ça ne te tente pas. C'est difficile pour les professionnels, puis je me mets à la place d'une amateur, c'est encore plus difficile parce que tu viens de manquer quelque chose que tu ne voulais pas, que tu voulais vraiment faire. Mais elle a franchement bien répondu. Elle n'était pas contente de son jeu. Elle a vraiment présenté un jeu en deçà de ce qu'elle est capable de présenter. Mais côté attitude, là, quand elle a passé à plus 14, je pense au 13e ou au 14 trous, que vraiment les carottes sont cuites. Là, quand au 10e, là, quand elle a fait son bogey, ça vient de finir là. Ça peut pas marcher à deux birdies pour se rendre ici. En 27 trous, ça y en prend au moins 6 pour pouvoir espérer faire la cote. On oublie ça. Mais elle a vraiment collé à son plan de match. Tu sais, des fois, on aurait pu dire à 20 ans, 22 ans, les filles, le résultat n'est pas là. Ben là, ça se promène partout, puis ils font ce qu'ils veulent. Non, elle a vraiment collé à son plan de match. Elle a continué à jouer avec la même cadence, faire les mêmes coups. Puis, au bout de la ligne, moi, ça l'a récompensé parce qu'au 18, elle a fini avec un petit mono. Puis, ça a ramené un petit peu le sourire. Puis, tu sais, côté attitude, elle s'est donné une note de 4 sur 5. T'sais. Moi, je titrais dans le journal au moment où le tournoi commençait. Elle est prête pour l'examen. C'est ce qu'elle m'avait dit en entrevue. Tu donnes combien à ta note d'examen? Tu le passes-tu ou tu le coules? Elle dit, je le coule clairement pour mon résultat, mais je le passe, par exemple, pour mon côté attitude. C'est ce qu'elle essayait de venir chercher ici, sur vraiment un bagage. Elle a commencé à jouer au golf à 14 ans, à monter les échelons vraiment vite. Depuis qu'elle est arrivée sur le circuit de la NCA, elle a réussi à couper 3 coups en moyenne sur ses rondes. Donc, c'est vraiment bon. Elle commence, il n'y en a pas beaucoup des filles qui vont réussir à faire ça. Elle a réussi à avoir un ticket pour la première édition du championnat féminin à Augusta par invitation. En 2020, ça a été annulé, c'est encore une invitation, mais elle a gagné son invitation. Ils n'ont pas dit, ben, t'es belle, t'es fine, t'es cute, puis viens donc jouer pour nous autres. Non, il fallait qu'elle montre qu'elle avait d'affaires là. Elle est rentrée dans le plateau cette semaine au 113e rang mondial. Donc, sa place est là. Il y avait des filles du 200, du 300e rang mondial. En 2019, il y avait une russe, je pense qu'elle était 400e, avait réussi à se faufiler dans les rondes du week-end, une fille d'Arizona State avec les Sun Devils. Donc, tu sais, tout peut arriver. Puis, avec Brigitte, ben, c'est ironique à dire, mais la première ronde, elle ne ferait pas trop bien. Puis, ça a donné un 77. Elle était tout le temps, la balle tombait soit au drapeau ou tout juste quelques verres en arrière du drapeau. Les verres étaient fermes et rapides et pas toujours égaux. Puis, elle sortait un peu du verre, elle était sur la frise. Puis là, soit elle sortait son putter ou soit elle sortait un pusher, un wedge. Puis là, le jeu court a vraiment fait défaut. Là. Ça, elle était bien consciente, elle l'a dit. Le jeu court n'était pas là. Puis toujours de se questionner avec des roulés en descente sur des verres aussi rapides. C'était à 12-13, là, puis il n'était pas égaux. Donc, ça te met une petite puce à l'oreille de dire « Hey, qu'est-ce qui va arriver? » Donc, tu n'arrives pas au-dessus de ta balle puis tu es hyper confiante qu'elle va rentrer. Non. Elle se pose toujours des questions. Donc, au bout de la ligne, je regarde, c'est 13 green sur 36. C'est 13% d'efficacité.
Être à Non, ouais, non, non, 15e, là, ça peut pas marcher ça peut pas fonctionner quand tu veux passer à la ronde finale. OK, fait que là, elle n'a pas fait la coupure, c'est décevant, mais c'est quoi la suite pour Brigitte? Elle s'en va où après? Écoute, difficilement de topper une expérience comme ça, mais dans son parcours, est-ce que tu en as parlé un peu de où est-ce qu'elle s'en va à partir de là? Oui, voyons, samedi était à la ronde finale pour regarder certaines de ses rivales dans les régionaux qui s'en viennent dans la finale de conférence Mountain West. Il y a plusieurs filles qui étaient ici, avec qui elle joue là, à toutes les semaines. Donc, prochainement, là, ça va être la compétition à la classique à Fresno State. Puis après ça, elle s'en va défendre son titre au championnat de la conférence Mountain West. Ouais. Et ce titre-là, c'est de 2019-2020, ça avait été annulé. Donc, c'est elle la championne en titre. Ça se joue à Mission Hill, West. C'est beau. La LPG était ce week-end. Donc, vraiment de toute beauté, elle s'en va là. Et ensuite de ça, pour l'instant, elle devrait, ça continue sur sa lancée, elle devrait participer aux Nationals. Et les Nationals, l'endroit n'est pas encore sorti, là, mais tout indique que ça serait en Arizona. Donc, elle s'en va là. Sa mère va la suivre. Sa mère, Josée, la suit pour le reste de l'année. Elle gradue en mai d'un diplôme en marketing du sport. Et à cause de la COVID-19 et de l'annulation du calendrier du printemps 2020, elle va se prévaloir de son droit de jouer en 5e année. Donc, un peu, Étienne Papineau le fait à West Virginia. Et elle va faire la même chose. Elle va continuer ses études, elle va aller à la maîtrise en administration du sport et elle va pouvoir continuer à peaufiner son jeu. Et après ça, elle va faire le saut. Ce qu'elle va faire, c'est cet été ou au début de l'automne, elle va participer au Q-School du LPGA pour se donner de l'expérience, mais elle va continuer à l'université, elle va faire le calendrier 2021 avec les Bulldogs de l'Université Fresno. Puis après ça, elle va s'essayer du côté des pros. On lui souhaite le meilleur, vraiment. C'est une fille qu'on suit avec beaucoup d'attention. Puis tu l'as dit tantôt, c'est une fille intelligente. Puis on va l'avoir sur le show bientôt, d'ailleurs. Puis on la salue, puis on lui souhaite le meilleur. François, avant de te laisser aller, il faut parler du gros tournoi. Dis-moi, c'est bizarre, un Masters sans Tiger Woods dans l'ère contemporaine. C'est très bizarre. On l'a vécu entre 2016 et 2018, là, où Tiger n'était pas trop dans son assiette. Là. Mais on sait que depuis qu'il a gagné en 2019, là, on dirait que l'aura est revenue, Tiger, sur son terrain de jeu à Augusta. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut être là comme il peut ne pas être là. Au mois de novembre, il était tout le temps dans la bataille. On a tout le temps regardé Tiger Woods batailler, même s'il n'est pas dans le top du tableau principal. Tout le temps un œil sur Tiger. Là, cette fois-ci, il n'est pas là. Mais pas là. Puis il est à la maison, puis il soigne sa jambe droite. Donc, pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui soigne sur Tiger, à part le dérapage du shérif là, du comté de Los Angeles la semaine passée, là, avec les causes de l'accident qu'il n'a pas dévoilé, parce qu'il a parlé avec l'équipe autour de Tiger, tout ça. Mais ça va donner ça va permettre de dévier le spotlight sur les autres grands joueurs. Jordan Spieth qui joue franchement bien de ce temps-là, puis qu'il arrive à Augusta quand il a gagné en 2015, puis on ne sait pas ce qu'il peut nous réserver. Il y a un Dustin Johnson, il y a les jeunes qui poussent en arrière. Qu'est-ce qui peut arriver ici? Là, on revient sur un Masters normal. Puis on dirait que le mot normal, depuis un an, là, on l'a ajusté. Là. La foule, est-ce qu'il va y avoir de la foule? Est-ce qu'on a statué finalement? Oui, il va y avoir des patrons. Le nombre ne sera pas connu, ça c'est sûr, parce que l'Augusta National ne dévoile jamais ses chiffres. L'estimation, c'est entre 5 et 10 000 personnes. Là, pour l'instant, il n'y a pas de grandstand sur le terrain. Les filles en ont parlé en fin de semaine de celles qui avaient participé à la ronde finale en 2019. Et on dit que c'est un peu spécial d'avoir l'Augusta National de cette manière-là. Il y a des cordes qui font changement du mois de novembre où c'était des marques de peinture au sol que tu ne devais pas traverser. Donc là, il y a des cordes. Il y a des gens qui vont se masser alentour des terres et des verres. Et juste ce week-end, on voyait des gens là, qui se promenaient. C'est un peu spécial. Quand on est habitué au Québec,
au Canada, avoir aucun événement sportif avec des spectateurs. Et ici, il y a des spectateurs, puis les gens se promènent. Les gens se promènent avec le masque correctement, pas de masque, de même. Donc, ils demandent de le porter en tout temps, même à l'extérieur. Et justement, avec un masque, tu fais plus attention. Là, le fameux 6 pieds 2 mètres là, est moins respecté. Là, mais il y a tout un moyen sur un terrain de golf de trouver ton compte puis de te promener pas mal tout seul puis de faire le attention. Le terrain doit être aussi magique. Là. Les grounds doivent être... Oui, ça va. Les 10 000 personnes, en fait, l'estimation du 10 000 là, va amener l'atmosphère qui a manqué au mois de novembre. Novembre, absolument. Ça nous permettait de voir le terrain d'une autre manière, mais il manquait cette atmosphère-là. Tu te promènes 9, 8 premiers trous, puis là, tu entends crier là, dans le fond là, à Hammond Corner. Tu l'entends d'habitude parce que tout est ouvert. Là, on ne l'entendait pas. Fait que ça va revenir. Ça va être évidemment moins bruyant. Mais tu vas avoir le spirit du sport. Et les gars qui vont driver sur l'adrénaline, qui vont... quand il y a 1000 personnes dans l'entour de toi, c'est différent que quand il n'y en a aucune. Donc, je m'attends à ce que les gros canons là, puissent puiser de l'énergie de la foule et de bien jouer. On l'a vu aux Players. Ça change totalement la game d'entendre la foule. C'est le spirit of the game dans tous les sports. Ça prend cette chose-là parce que oui, Augusta, je pense que ça donne l'adrénaline tout On n'aurait pas vu Bryson passer le lac, les bras dans les airs en faisant ça. Tout seul. Pas de partisans. Non. Il l'a fait pour les partisans. Il l'avait pratiqué toute la semaine, puis il dit on va le faire. Puis il l'a fait sous pression, puis il a réussi gros thumbs up. Mais ici, il va essayer des choses. Tu parlais du Players, quand tu rentres dans le stadium au 16-17, puis qu'il n'y a pas un chat, c'est différent. L'année passée, j'étais là quand ils ont annulé, puis les gars, ça me vendait. Tu n'étais pas sûr, il va y avoir des spectateurs, pas de spectateurs. Ça ne sera pas la même chose. Puis tout ça, finalement, ils ont juste décidé d'annuler. Puis là, ils sont arrivés cette année, puis il y avait du monde qui faisait un contraste avec les tournois de 2020 puis début 2021, selon les endroits. Puis là, tu as du monde qui te regarde et qui applaudissent. Fait que, ça leur permet d'avoir un petit buzz. Puis le Stadium Course, quand tu arrives au Island Green, c'est un super endroit. C'est comme le 16e en Arizona ou à l'Omnium de Phoenix. Tu as besoin du monde là. C'est ça qui fait toute la magie. Là. Donc, curieux, on va suivre. On va suivre Corey Conners, on va suivre Mac Hughes, Mackenzie Hughes qui seront de ce tournoi-là. As-tu eu des contacts avec Corey Conners récemment? Est-ce que tu as eu la chance de lui jaser un peu? Parce que ça va bien, il joue, il est dans une bonne période. Puis j'ai hâte de le voir performer, lui. Là. Pas récemment. La dernière fois que j'ai parlé avec Corey, c'est au Masters ici en novembre. Il va être sur les entrevues d'avant Masters là, aujourd'hui ou demain là, sur les calendriers, ils ne sont pas encore sortis. Mais c'est sûr que j'étais occupé en fin de semaine. J'ai regardé un peu du coin de l'œil l'Omnium de Valero là, où il défendait son titre. Donc, c'est sûr que pour les Canadiens, là, il y a Mac Hughes, il y a Conners, il ne faut pas oublier Mike Weir. Hein. Il manque Adam Hadwin. Les 4 Crazy Canucks, Hadwin n'a pas fait son chemin jusqu'au Masters cette fois-ci. Mais c'est sûr qu'en entrevue de pré-tournoi, Conners est sur mon calendrier. Est-ce que les Westwood peut mettre la main là-dessus? Je sais pas, hein? Je me posais la question. C'est une méchante séquence, mais. C'est le fun ce qui se passe avec les Westwood présentement. Ouais. C'est le fun de voir qu'à 47 ans, tu es encore là et tu challenges encore les kids. La séquence est assez volumineuse pour Westwood à cet âge-là. C'est un gars qui est franchement en forme. Là. Sans faire ça. C'est un gars qui est solide. Là. Il y a des. Être en shape de même à 47 ans, là, j'aimerais bien ça. Si on peut sortir de la pandémie. Non. Westwood, quand je le voyais sur sa lancée, je voyais qu'il continuait là, de semaine en semaine. Je me suis dit, vas-tu rester assez de gaz dans le réservoir pour la semaine du Masters? C'est la grosse question que je me posais parce que
pas facile ici. Les gens qui sont venus savent comment c'est en Devers, c'est vallonneux, les marches, tout ça. Puis quand ça fait un peu plus qu'un mois que tu joues non-stop, à un moment donné, tu viens à manquer un peu de jus. Et dans le cas de Westwood, il est capable, par exemple. Il était là. J'ai pas les documents sous les yeux parce que les documents ne sont pas encore arrivés en raison de l'omnium de Valero. Là. Mais je te dirais que quand je suis venu faire mon pot du Masters, là, j'ai mis un gros point d'interrogation à côté de son nom. Je dis, je le prends-tu, je le prends-tu pas, je le prends-tu, je le prends-tu pas. C'est un gars qui pourrait nous surprendre, par exemple. De son jeu court, il est capable de bien poter, puis il connaît les verts ici au Masters à Augusta. Donc, c'est un gars qui pourrait occuper le haut du tableau dans une des rondes. Là, je ne serais même pas surpris de ça. Son rival de 2 semaines, Bryson DeChambeau, il a fait l'erreur de dévoiler son plan de match pour The Players. Là, on n'entend pas parler. Fait qu'il n'a pas dévoilé son plan de match pour Augusta. Mais est-ce que tu as vu le terrain? Est-ce qu'ils sont en train de faire du Bryson proofing pour justement faire en sorte que ce soit plus difficile pour un long cogneur comme lui sans nécessairement savoir c'est quoi son plan de match? Est-ce que tu as vu des différences par année par rapport aux années précédentes? Non, mais je vais dire pour la bonne et unique raison que le Augusta National n'en a rien à cirer de Bryson DeChambeau. Le terrain est là. Tu vas jouer le terrain qui est là, puis arrange-toi pour bien jouer. On ne fera pas une configuration pour toi. Et on l'a vu en novembre, Bryson a eu de la difficulté là, à s'adapter. C'est un tout, le Augusta National, faut que tu puisses bien sortir des tirs. Tes approches soient vraiment précises, puis tu puisses dompter les verts. Là, il y a un sacré bon poteur dans son sac, capable de bien poter. Approche des fanions, il est excellent. C'est au niveau de la précision des têtes que ça devient un peu difficile. Puis il l'a prouvé dans les dernières semaines qu'il n'y a pas juste son driver dans son sac, il est capable d'en prendre d'autres. C'est ça qu'il va falloir dompter ici. C'est pas tout le temps le driver, c'est pas tout le temps de l'envoyer sa lune à l'autre bout du monde. On dirait que l'Augusta National, contrairement à d'autres terrains, ils résistent autant. Ils peuvent reculer les pieds autant qu'ils veulent. Là, je pense au 13e, là, ils ont des projets de le reculer encore, là, mais à un certain moment, c'est pas grave. Les gars vont tout le temps s'adapter à ça. Ça change rien. Donc, il faut vraiment qu'ils puissent la mettre dans l'allée. Et quand tu regardes des tees à Augusta National, il y a beaucoup d'arbres qui viennent en jeu selon tes trajectoires. C'est très étroit. Donc, tu ne peux pas la sortir un peu à gauche, tu ne peux pas la sortir un peu à droite. Ça va là dans le milieu, puis après ça, tu travailles là des deux côtés, travaille la balle des deux côtés. Et c'est ce qu'il va faire parce que Bryson DeChambeau, il y a des trous, oui, il peut l'amener sur le palier du verre en un, c'est pas grave. Il faut que tu finisses le trou. Je pense que la chose la plus drôle, je pense, c'est le mois de novembre, il jouait en ronde finale avec Bernard Langer. Et Papy frappait un peu en arrière. Là, Papy, là, je disais pas, c'est pas mesquin. C'est lui qui se disait ça. Papy frappait pas mal en arrière de Bryson. Mais Papy a fini avec un meilleur score que Bryson. Exact. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le terrain. Il a gagné 2 fois. Puis il dit, oui, je suis en arrière. Oui, c'est hallucinant ce que Bryson a réussi à faire. Mais il manque un petit peu de peaufinage pour avoir du succès ici. Et je pense, à un moment donné, le trou m'échappe, là, mais il a essayé de faire en un. Je pense que c'est le 7e, je pense, c'est sûr. Il a assez de verre en un. Et Langer, lui, avait fait un lay-up un peu en arrière, avoir un meilleur entrée au green, finir avec le birdie. Et Bryson, 3 potes. Exact. C'est ça. Tu as besoin de le jeu complet, pas juste la drive. Puis rappelle-toi, Tiger, je ne me rappelle plus en quelle année, il était avec un des joueurs, puis lui, il sort son bois 3. Sur quand il arrive au Amen Corner. Là, il sort un bois 3. L'autre la regarde comme qu'est-ce qu'il fait là? Tu drives pas? Parce qu'il savait c'est quoi le bon angle d'entrée. Oui, puis tout le monde a un plan d'attaque différent. François, avant de te laisser aller, moi, il y a un truc qui me fascine à propos d'Augusta. Puis là, tu le vis, tu as les 2 pieds là-bas. Augusta se sac de Bryson DeChambeau, mais se sac d'absolument tout le monde. La couverture télé, là, le jeudi et le vendredi matin pour les 2 premières rondes, il y a des réseaux de télé qui ont offert des montants d'argent pour mettre ça à la télé. Puis Augusta, on fait « Non, nous autres, ça ne nous intéresse pas. » Comment ça fonctionne, Augusta?
C'est un mystère et boule de gomme. Augusta a le contrat avec CBS. Vous vous souvenez, il y a une couple d'années, ils ont fait une espèce de publicité. Là, il y avait une espèce de pieuvre géante qui sortait d'un lac. Puis ça ressemblait, le leaderboard ressemblait au 12e avec la facture du par 3 à Eamon Corner. Je me rappelle. Il avait poursuivi, il avait gagné. La pub avait été ressortie des ondes. Le contrat est avec CBS, puis il va rester avec CBS. Il y a Fox qui a essayé, il y a n'importe qui a essayé. Ça va rester à CBS, ça va rester Jim Nantz jusqu'à temps qu'il meure. C'est ça. Et il est faramineux. C'est simple de même, le contrat. C'est débile. Comment il est cher. Il laisse rien transparaître. Quand il y a un signe de dollar avec le Masters, tu es sûr que tu n'auras pas la réponse. Quand tu vas avoir quelque chose d'un peu inédit, tu es sûr que tu n'auras pas la réponse. Exemple, première fois que je suis venu ici en 2016, je me suis dit, hey, c'est tellement beau, il n'y a pas un grain de gazon qui est croche. Je me disais, hey, peux-tu parler à quelqu'un qui s'occupe du terrain? Je t'ai fait en regardant en riant, je dis, non, tu ne parleras pas à aucun employé. La semaine passée, j'ai fait une demande pour faire des photos avec la famille de Brigitte. D'habitude, on peut avoir nos appareils photo et les rondes de pratique. Tu n'as pas le droit au cellulaire sur le terrain parce qu'ils veulent que les photos restent pour eux. Ils ne veulent pas trouver ça sur les réseaux sociaux nulle part. C'est à eux. Et ils m'ont dit non. C'est non, tu n'as pas le droit. Je dirais, voyons donc, tu sais. Fait que c'est tout le temps ça avec le Masters. Puis Yann Woznum, en fin de semaine, il a posté une photo là, sur les réseaux sociaux. Il était sur le bridge au 12e. Il était avec son caddie. Puis je suis sûr qu'il a dû se faire taper sur les doigts parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc, non, c'est hyper fermé. C'est vraiment, là, mettons, là, tu marches sur un chemin, là, assure-toi de rester sur le chemin. Mets pas un pied en dehors du chemin. C'est ça ici. Soigne-toi, t'es droit, puis fais tes choses, puis fouille pas. C'est pas une question pour les médias, pas besoin de fouiller. On est là pour les joueurs, puis tout ça. Tu as une ville en arrière de toi pour aller fouiller si tu veux. Il y a des sujets là, à tonnes. Mais à Augusta, c'est vraiment, là, c'est classique, c'est authentique, c'est la classe, c'est ça. C'est ça qui fait en sorte que c'est l'endroit mythique, c'est l'endroit qu'on reste collé à nos télés pour regarder parce que c'est de toute beauté. Puis ils protègent leur image de marque. Ils protègent l'héritage et l'histoire. Écoute, il y a des endroits ici qu'on ne peut pas avoir de cellulaire puis on ne peut pas prendre de photos aussi. Oui, il y en a plein, c'est comme ça. Ouais. C'est-tu quoi, le cellulaire, là, les premières fois, tu dis, écoute, on est dans les années 2010, 2015, ben voyons donc, tout le monde a des cellulaires, c'est niaiseux, pourquoi amener des cellulaires, pourquoi ne pas permettre les cellulaires, ça l'est partout dans tous les tournois du PGA Tour, US Open, PGA Championship, Open en Angleterre, le droit d'avoir les cellulaires, c'est une question de civisme, il fallait juste mettre la sonnerie à silence, puis utilise-les pas. Ici, c'est non. Non seulement c'est non, mais tu ne peux pas l'avoir dans tes poches. Puis s'il le voit, ben il te renvoie. Tu sais, je suis rentré, la première fois que je suis rentré vendredi passé, là, le matin, là, j'ai passé la sécurité. J'avais mon téléphone dans mes poches. Les médias ont le droit de l'avoir entre le stationnement et le centre de presse. Il y a quelqu'un qui est sûrement un garde de sécurité, que c'était la première fois qu'il faisait ça. Il a vu le téléphone, mon iPhone dans mes poches. J'avais un paquet de gomme par-dessus. Il m'a dit, sors ton iPhone. Je me dis, là, il faut que je travaille, tu sais. Ils ont, t'as pas le droit. Là, il y avait une autre dame qui tout le temps était là. Je pense qu'elle passe l'année en arrière de son petit bureau. Elle m'a dit, non, les médias, ils ont le droit. Ils peuvent pas l'utiliser entre le stationnement, mais le building, mais ils peuvent l'avoir. Fait que là, je dis, non, parce que je regarde les gars, je dis, parce que j'ai besoin de travailler, là. Je suis bien désolé, là. Je fais pas ça en signaux de fumée, mais, tu sais, c'est tout ça. Fait que tu peux pas avoir ton téléphone sur le terrain, mais tu vis le moment présent. C'est ça qui est intéressant. On pose des questions aux gars. Tu dis, c'est-tu génial de ne pas être dérangé par un téléphone? Puis les gens qui sont ici ne regardent pas juste un appareil de 5 pouces. Là. Ils regardent le jeu panoramique. Là. Regardez partout. Là. Vous ne le reverrez peut-être jamais de votre vie. Fait que c'est ça le master. On rentre, à chaque fois que je rentre, je dis, c'est-tu merveilleux? C'est de toute beauté. Puis à chaque fois je pars, je regarde en arrière de moi, je vais-tu revoir ça dans ma vie? Prends une bonne photo là, mentale, vas-y, puis espère pouvoir revenir. Ils maintiennent, on est tellement habitué de se promener avec la tête basse
regardant notre cellulaire, puis on ne profite pas du moment. Toi et moi, Max, on l'a vécu quand on est allé au Mont-Bruno. Ah ouais, Mont-Bruno, c'est la même chose. Si le cellulaire reste dans l'auto, puis c'est ce qu'ils veulent. Au début, tu te dis, ben là, c'est bien weird. Exactement, pourquoi que je ferais ça? Je veux, tu sais, non, mais on a profité Vraiment. du moment comme les gens le profitent là-bas. Tu regardes, tu as toujours la tête haute, il n'y a pas de distraction, puis tu vis le moment présent. Il faudrait qu'on le fasse plus souvent. Puis profite-en de ton week-end au Masters. Puis merci d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. Moi, je te déteste un week-end par année, puis c'est toujours celui-là. Ouais, je pense que c'est pas tout seul à détester. Là, ça fait une semaine, je reçois des tomates, mais des gentilles tomates. C'est vraiment agréable. Pour prendre ça avec un grain de sel, avec limon, François-David Rouleau du Journal de Montréal, merci beaucoup de ton temps ce matin. C'est très, très apprécié. Merci à vous. Notre deuxième invité aujourd'hui, je voulais qu'on termine l'émission avec lui, Marc. C'était super important pour moi parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de golf ces temps-ci. Puis il y a des gens, tu sais, quand on dit le nul n'est prophète dans son pays, qui sont connus à l'extérieur des frontières du Québec, mais peut-être un peu moins dans la communauté francophone, dans la communauté montréalaise. Et c'est un coach qui entraîne des gars sur le PGA Tour, sur le Champions Tour, sur le LPGA, sur le Korn Ferry. Il y a des athlètes, des élèves partout, notamment Annie Park qu'on suit sur le LPGA. Oui. C'est un gars de Montréal. C'est un gars qui a une super belle histoire, puis on le rejoint. C'est un membre de l'équipe Callaway également, alors on le rejoint chez lui dans son studio à Ville-Saint-Laurent. Shane Naggiovanni. Salut Shane. Comment ça va les gars? Ça va super bien. Tellement content de te jaser aujourd'hui en cette semaine de Masters. C'est un grand tournoi. Tous les yeux sont rivés vers Augusta. À travers toutes les leçons que tu vas donner cette semaine, vas-tu avoir le temps de regarder un peu le tournoi? J'ai pas de choix parce que j'ai commencé de travailler avec quelqu'un il y a à peu près un mois qui va être au tournoi, qui va jouer dans le tournoi. Alors, j'ai comme vraiment pas de choix de lui suivre puis voir comment que ça passe. Puis, j'aimerais bien être là en réalité, mais c'est sûr qu'avec COVID, c'est pas mal impossible de voyager aux États pour l'instant. Alors, je reste ici puis on fait nos cours sur FaceTime. Puis là, j'imagine que tu ne nous diras pas le nom de l'élève avec qui tu travailles. Je peux vous le dire, c'est Kevin Kisner que j'ai commencé à travailler avec à peu près. Ah ouais! On a commencé à travailler ensemble en peut-être début février, à peu près. Début à mi-février. Wow! Fait que c'est très cool. En ce moment, tu aimerais ça être là. Fait que c'est par téléphone, c'est par FaceTime. Comment est-ce que tu fais? Parce qu'il n'y a pas vraiment de façon de... Il n'y a pas le droit d'avoir des téléphones au Masters. Comment est-ce que tu fais pour avoir au moins de l'imagerie de qu'est-ce qu'il fait sur le terrain de golf pour pouvoir le suivre? Ouais. On est chanceux parce qu'avec le Masters, ils ont commencé à changer la manière qu'ils montrent tous les swings des gars qui sont en train de jouer dans le tournoi. Plus ou moins chaque joueur qui joue, tu peux voir chaque coup qu'ils vont faire en ligne. Okay. Alors, c'est facile pour moi de voir comment que ça passe avec son élève pendant qu'il joue. Puis normalement, le soir, il m'appelle, puis on parle soit dans son hôtel ou la maison qui est en train de rester, puis on parle comme ça. Tu sais, on est sauté rapidement dans le sujet du Masters. Tu nous as donné droppé Kevin Kisner, puis moi, ça m'impressionne beaucoup, mais je veux qu'on parle un peu de ton historique parce que tu es quand même très jeune. À 19 ans, tu as cassé le sang pour la première fois, puis 2 ans après, tu ramenais une carte de 67 à un moment donné. Tu as commencé l'enseignement très jeune, tu as enseigné au 9 à l'Île des Sœurs, qui est maintenant le Golf Exécutif Montréal. À l'âge que tu as, quand tu regardes la liste d'élèves que tu as, est-ce que tu regardes en arrière des fois et tu fais « Wow, c'est allé vite ». C'est sûr, surtout quand j'ai commencé à travailler avec Darren Clark, qui a, je ne sais pas, 52 ans, 53 ans à peu près. Oui. Puis quand il y a quelqu'un dans l'histoire de golf qui a gagné le nombre de tournois qu'il a gagné le Open Championship, l'ancien British Open en 2011. C'est sûr que des fois, je me pense que je suis dans mon lit le soir, comment ça se fait que moi, à 31 ans, il y a du monde comme ça qui m'appelle pour de l'aide dans leur swing. Mais on dirait que on va parler de mon histoire un peu, mais j'ai travaillé vraiment fort pour me rendre où je suis rendu. Je ne suis pas un élève de la PGA. Je suis pas quelqu'un qui a commencé à jouer le golf quand j'étais vraiment jeune. J'ai joué le soccer quand j'étais plus jeune. J'ai étudié le mathématique et la science au cégep. Et j'ai pas mal pris mes études, puis je l'ai amené dans le golf. Et je pense que c'est à cause de ça que le monde il commence à venir me voir, parce que mes théories se sont vraiment différentes des anciens instructeurs de la PGA Tour ou juste au Québec en général.
Ben, parlons-en justement, ton background, c'est les maths et la science. Comment tu le transposes dans l'enseignement du golf? Je te dirais que dès le départ, quand j'ai commencé de voir les élans de golf, je le vois en termes des algorithmes des chiffres. Tu sais, le gars fait un certain mouvement de soit son bras ou son épaule ou son poignet, et je me dis, OK, s'il fait 2 degrés de ce mouvement de son poignet, mais l'angle de la face va changer de 2 degrés, le mouvement du bâton va changer de 2 degrés d'une certaine manière, et après ça, il va falloir que je me change le mouvement de son corps pour neutraliser le mouvement de son poignet. Je me pense tout le temps dans les chiffres quand je vois l'élan, juste en général. Wow. C'est fou pareil, parce Oui. que c'est vrai, mais c'est une façon alternative de le voir parce que personne n'enseigne le golf comme ça présentement. Puis ça a dû piquer la curiosité de bien du monde, c'est sûr. Oui, absolument. Mais ça pique la curiosité. Mais comment est-ce que les gens comme Darren Clarke et Kyle Kisner te retrouvent? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas assis dans leur chambre sur Instagram puis ils regardent leur téléphone le soir. J'imagine qu'ils s'en vont au bar, ils jasent avec les chums. Fait que c'est comment est-ce qu'ils sont rendus chez vous dans ton téléphone à t'appeler? Ça s'est commencé vraiment avec Steven Ames, je dirais. J'ai commencé à travailler avec Steven en 2018, fin 2018, début 2019. Il a vraiment pas bien joué du tout l'année avant qu'il m'a appelé. Il voulait que j'aille aux États-Unis pour lui rejoindre pendant 2-3 tournois, juste pour voir qu'est-ce que ça se passe avec son élan, la manière qu'il frappe la balle, la trajectoire qu'on voit de la balle et tout ça. Puis lui, il m'a contacté vraiment sur Instagram. Il était vraiment sur son divan en train de regarder des élans. Il est tombé sur ma page, je ne sais pas comment, peut-être parce que j'ai commencé d'avoir beaucoup plus de followers et tout ça. Et quand je suis allé lui rejoindre, c'est là, à la deuxième tournoi, que j'ai parlé avec Darren Clarke parce que les deux, ce sont des amis. Et on n'a pas vraiment parlé beaucoup. Tu sais, on s'est parlé pendant 5-10 minutes pendant qu'il pratiquait sur le short game area et tout ça. Et un an plus tard, Darren venait tout juste de gagner un tournoi. Puis il m'a appelé. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est que Shaheen, j'ai aucune idée où est-ce que la balle est en train d'y aller en ce moment. J'étais vraiment chanceux pour gagner le tournoi sur le Champions Tour. Et on a commencé à travailler ensemble tout de suite après. Puis il a gagné le prochain tournoi aussi. Mais c'est fou à quel point Instagram t'a fait découvrir auprès de plein de monde. Tu as participé à un podcast avec Mark Immelman, le frère de Trevor Immelman. Puis est-ce que c'est comme là que ça a décollé, que tu as eu de l'attention internationale? Plus ou moins. Je te dirais que c'est sûr que c'est une des premières. J'ai commencé de donner plus de détails de l'élan de golf et de l'info en général sur Twitter au début. C'est à cause de Twitter même, pas Instagram, que Mark Immelman m'a contacté pour rentrer sur son podcast. Et peut-être 6 mois après, j'ai commencé à travailler avec des joueurs sur le Korn Ferry Tour, qui était nommé le Web.com Tour avant. Ouais. Et après ça, il y a un de mes joueurs qui est tombé sur le PGA après d'avoir reçu ses cartes. Et c'est à cause de ça que ça a commencé. Puis de plus en plus, quand il y a un gars qui joue dans un tournoi, puis il commence à avoir la misère avec son swing, il va parler avec ses amis qui sont tous sur le tour. Non, et l'ami était un des gars que j'étais en train de travailler avec. Alors, il m'a envoyé des vidéos, puis ça a commencé comme ça. Wow. C'est quand même fou. Oui, c'est fou, mais je pense que les golfeurs professionnels, tout comme nous, on cherche toujours à s'améliorer. Puis quand un gars comme Darren Clarke dit « Je ne sais pas où ça va ma balle », ça fait juste nous montrer que on est comme eux autres, eux autres sont comme nous autres. C'est Average Joe aussi, c'est les meilleurs au monde, mais ils ont les mêmes problèmes que nous. Puis tu sais, avec les joueurs que je coach, j'imagine que tu en as vu, là, des joueurs qui pognent les hips ou qui pognent, ils tombent dans une période où pour une raison qu'ils ne sont pas capables d'expliquer, ils poussent la balle, ils coupent la balle, tu as dû en voir chez les meilleurs au monde, là, ça? C'est sûr, je te dirais que ça commence toujours avec une erreur dans leur swing d'une manière technique, puis après ça rentre dans le côté mental. Puis là, ils commencent à avoir un petit peu de peur quand ils frappent les balles. Quand ils sont dans leur setup par-dessus la balle, au lieu de penser, OK, je devrais faire ça, je devrais avoir cette feel, là, ils sont en train de dire, j'espère que la balle ne rentre pas dans l'autre sur le côté gauche. Puis ça commence comme ça. Puis c'est pas différent pour les pros que pour les clubs golfeurs les fins de semaine. Bien, j'allais te demander, est-ce que tu as une approche différente pour un pro? Parce que les pros, ils ont tendance à avoir déjà trouvé la solution. Mais ils ont l'expérience. Ils ont de l'expérience. Fait
est-ce que c'est des minor tweaks par rapport à différents à un average Joe qu'il faut que tu commences à 0, comme dans mon cas, il faudrait que tu rebâtisses au complet le swing. Mais est-ce que ton approche est différente ou est-ce que tu pars d'une base similaire et selon la personne avec qui tu travailles, mais tu dépasses les étapes plus vite? Je dirais que la manière que je pense de l'élan, soit avec un pro ou avec quelqu'un comme vous qui va rentrer dans mon studio pour faire des changements, c'est plus ou moins pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre des alternatives quand je vais faire des changements. Alors, au lieu de voir quelque chose que c'est comme, OK, Maxime, ton poignet, il est vraiment comme ça, tu as la face ouverte, il va falloir qu'on le change vraiment intense. Avec le pro, je vais essayer de faire des mini-changements, comme tu viens de dire, pour avoir des meilleurs résultats. Parce qu'avec eux autres, il y a une côté mentale aussi qu'ils se sont rendus sur le PGA Tour avec un certain swing qu'ils sont en train d'avoir. Alors, tu ne peux pas juste les amener avec vous et dire OK, il n'y a rien qui se passe de bon ici, il va falloir qu'on change tout dans votre swing. Ils vont faire comme OK, impossible, je vais juste aller demander à un autre instructeur dans ce temps-là. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver des petits changements qui vont avoir des gros résultats quand ils sont en train de frapper des balles. Je te suis sur Instagram, j'invite les gens à te suivre d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Tu fais des sessions FaceTime avec Annie Park. Annie a une carrière exceptionnelle sur la LPGA. C'est quoi la différence, pas en termes de swing, mais en termes de golfeurs, les gars, les filles? Qu'est-ce que tu vois de différent dans le swing de golf chez les deux, mettons? Je te dirais, premièrement, il n'y a pas une différence sur le côté technique. C'est plus une question de, premièrement, la vitesse est vraiment différente d'un bord à l'autre. Ouais. Alors, c'est sûr qu'avec les gars, le club speed moyen, c'est peut-être 114, 115 en ce moment sur le PGA Tour. Sur le côté des femmes, ça va être plus comme 90, 95. Alors, quand on parle de 20 000 à l'heure de différence, toute la manière qu'il doit frapper la balle va changer aussi. Alors, ce n'est pas une question de côté technique d'un match-up contre l'autre. C'est plus une question de dire, OK, les filles ne peuvent pas compresser la balle trop parce que si tu compresses la balle, tu enlèves du spin sur la balle, si on parle du côté technique. Ouais. Si tu n'es pas en train de frapper vraiment vite puis tu enlèves trop de spin, la balle va descendre trop vite. Tu vas perdre de distance si tu donnes trop de shaft lean, mettons. Alors, avec une fille, il va falloir changer tes préférences parce qu'ils ont moins de vitesse. S'il avait la même vitesse que les gars, tu peux fermer tes yeux et faire la même chose d'un bord à l'autre, ça serait plus ou moins la même chose. Puis tu sais, on arrive dans une période où Tiger a un peu mis la table pour ça, le conditionnement physique. Les golfeurs sont de plus en plus en forme. Les élèves qui arrivent chez vous, j'imagine qu'ils ont déjà une base d'activité physique. Puis à quel point ça vient changer les résultats dans le swing puis dans la carrière, d'avoir cette base-là de je fais attention à moi, je m'entraîne, je mange bien, je vais au gym. J'ai vu une vidéo cette semaine de Lexi Thompson à bench, je ne sais pas combien. On est dans cette ère-là dans le golf, là, présentement. Ce que ça l'aide, c'est que tu peux mettre tes élèves dans des positions où tu n'auras pas de peur qu'ils vont se faire mal. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. Tu sais, quand tu es en train, comme mettons, moi je travaille avec Darren Clark, la première chose qu'on s'est parlé, c'était que de plus en plus, quand il s'est commencé de vieillir, il a commencé de perdre la rotation de son corps. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on dirait qu'il n'est pas vraiment, vraiment en forme. Quand tu perds de la flexibilité, tu ne peux pas tourner de la même niveau que tu faisais avant, ça change tout ton swing. Alors, quand tu as quelqu'un de plus jeune, mettons de 25 ans comme Lexi Thompson ou d'un autre élève qui vient dans ton studio ou sur le champ de pratique puis sont déjà en bonne shape, tu auras beaucoup moins de peur de s'efforcer dans des positions parce que tu sais qu'ils vont être capables de le faire sans avoir des blessures. Oui, totalement. On va juste changer de gear parce qu'on parle beaucoup de swing et de professionnels, mais je te l'ai dit quand on s'est parlé tantôt, je suis le touchy-feely, j'aime ça de savoir un peu plus le côté personnel. Quand tu as commencé plus âgé que la normale, si on veut, tu n'es pas un gars avec un background de golf, c'est maths et sciences. Tu as commencé dans le golf, est-ce que tu as déjà atteint tes objectifs et c'est quoi ton but ultime comme professeur? C'est de rester basé à Montréal et avoir un gros répertoire d'étudiants? Montréal, ou est-ce que ça serait, mettons, de déménager à Ponte-Vedra et habiter à côté des gars comme Tiger Woods et de ce genre et de côtoyer ce monde-là à temps plein? Mais premièrement, je suis moitié italien, moitié iranien.
OK. Et comme on le sait, les Italiens se sont très proches en famille. Alors, Ouais. pour moi, ma famille, ce sont vraiment importants. Alors, je ne vais jamais me rendre à un point où je devrais déménager aux États-Unis à temps plein. C'est OK. sûr que, tu sais, si le COVID n'était pas quelque chose en ce moment, j'irais aux États-Unis pendant peut-être 2 mois pendant l'hiver. Ouais. Mais durant l'été, je suis tout le temps ici à temps plein. À part si je dois voyager pour certains tournois, mais c'est tout le temps des voyages de comme 3-4 jours. Mais sinon, de plus en plus, je reste ici à long terme. OK. Ce que ça change vraiment pour moi, c'est plus, je dirais, mes buts, ce sont premièrement d'avoir plus des élèves sur le PGA Tour que je suis capable de me ramasser, comme tout le monde, qui se sont en train de coacher des pros. En même temps, c'est sûr qu'on voudrait gagner des majors, tu sais, les Masters, les Open Championship et tout ça. Mais de plus en plus aussi, je veux élargir mon académie ici. Tu sais, mon frère, c'est mon partenaire dans mon business ici à Montréal. Alors, on est vraiment proches. Mes amis et ses amis, ce sont des mêmes personnes. Mon frère, c'est vraiment le gars qui fait tout le reste de notre business à part mon instruction. Alors, c'est lui qui m'aide avec mes réseaux sociaux. C'est lui qui m'aide avec mes cours que je donne, juste de céduler mon horaire. C'est lui qui m'aide avec toutes les restes des affaires qu'on fait. Alors, ton frère fait le fitting aussi, hein, je pense. Excusez? Ton frère fait le fitting aussi, hein, c'est le master fitter? Oui, exact. Alors, mon frère, on ne le voit pas sur les écrans comme tu me vois partout en ligne, mais en même temps, il est la moitié de mon business. Alors, pour moi, c'est très important de rester ici puis d'élargir mon académie, d'avoir plus de gens qui vont venir nous voir puis juste d'amener d'autres instructeurs aussi. Tu sais, j'ai commencé de coacher des coachs il y a à peu près 2 mois. Alors, j'ai commencé un programme en ligne où j'amène une quinzaine de coachs, puis on fait des FaceTime de 1h30 à chaque 2 semaines, puis on parle je mets les swings de leurs élèves en ligne, comme sur l'écran, on fait des screen share, puis je parle de leurs élèves pour voir comme qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que moi je ferais de différent peut-être. Puis j'aime ça d'aider des coachs pour que tous les joueurs vont s'améliorer leur game dans peut-être 5 ans. Ou moi, quand je vois des infos des fois en ligne, je ne sais pas comment dire en français, I cringe at some of the information. Je vois les infos puis je suis comme, je suis pas sûr de ça. Puis pour cette raison-là, j'aimerais bien aider même les coachs qui sont plus jeunes à 20 ans ou 25 ans qui commencent de coacher pour les aider d'avoir plus de succès aussi. Sens-tu une collaboration dans le domaine du coaching, dans le golf? Parce que c'est une super belle business. C'est une belle industrie, le golf, mais à un certain égard, moi, j'ai tout le temps eu le feeling que peut-être il y a du monde qui ne veulent pas s'aider entre eux autres dans cette industrie-là. Dans le coaching, est-ce qu'il y a une camaraderie? Est-ce que vous sentez un respect mutuel? Ça, c'est sûr. Tous ceux qui sont dans la communauté du PGA Tour, c'est que même si tu travailles avec un certain joueur, s'ils vont avoir la misère pendant 2-3 mois en ligne, c'est pas qu'ils vont se laisser leur coach, mais ils vont y aller demander de l'aide à un autre coach, juste une consultation d'une fois ou deux. Puis, il y a beaucoup de joueurs qui font ça, même si tu le vois pas sur la télé. Tu sais, mettons, comme Kevin Kisner, j'ai commencé de l'aider, mais en même temps, il est toujours avec son coach à lui, qui s'appelle John Tillery. Mais John sait que moi et lui, on est en train de parler tous les deux avec Kevin. Alors, je ne vais jamais être le genre de gars qui va aller voler un élève d'un autre coach, mais en même temps, s'il y a un gars qui a de la misère qui va venir me voir, en autant que son coach à lui, il le sache, j'ai aucun problème avec ça. Puis on le fait. Il y a certains des coachs qui se sont des amis, puis on est très confortable de le faire entre comme nous. Est-ce que toi, tu te fais coacher? J'ai jamais pris un cours de golf dans ma vie, jusqu'à maintenant. Non. Ouais. OK. Fait comment est-ce que tu regardais des vidéos de plusieurs, tu es allé chercher le meilleur de qu'est-ce que tu as vu? Explique-nous un peu comment tu deviens un coach pour des pros de la PGA sans avoir pris de cours de golf. Je suis étonné, puis ça me donne des chances. Je dirais que mon histoire est un peu bizarre. J'ai joué soccer pendant longtemps. J'ai jamais pensé que j'allais être un coach de golf, même à 20 ans.
mais je me suis blessé mon LCL sur le côté gauche, sur le genou gauche. Et je n'étais pas capable de vraiment jouer. Ma carrière de soccer était plus ou moins finie dans ce temps-là. Et je te dirais que j'ai étudié un peu en ligne. J'ai vu qu'est-ce que les autres coachs mettaient comme info, soit sur les forums de Reddit ou de Golf WRX ou des places comme ça. Mais en même temps, j'ai amené mon mat en disant comme, OK, cette info est cool, mais il y a certaines affaires là-dedans que je pense qui ne fonctionnent pas. Et quand j'ai pensé que je n'ai pas aimé certaines infos, je me suis allé sur le champ de pratique tout seul et je les ai essayés. Si ils ne fonctionnaient pas, j'ai commencé à faire quelque chose de différent. Puis c'est plus ou moins comme ça que j'ai commencé de dire, OK, peut-être ça va être différent, peut-être ça va être différent. Puis j'ai amené mon propre instruction à moi avec le mathématique. Wow. C'est ça qui est fou parce que ça amène cette aura-là alentour de toi, alentour de ton nom. Tu sais, moi, il y a tellement de monde qui m'ont parlé de toi avant qu'on se rencontre pour la première fois, qui m'ont dit « Faut que tu parles à la chaîne, ». Puis le phénomène que tu parlais tantôt, que des coachs vont travailler avec d'autres golfeurs sans nommer de nom, je l'ai vu, je parlais avec Jake Gilmer, qui est l'entraîneur d'Ashkay Bhatia, qui est un jeune golfeur de 17 ans. Gilmer, c'est le numéro 2 de George Gankus. Je l'ai rencontré à Vegas il y a 2 étés. Puis il racontait que Gankus le vit présentement, que Gankus, il y a des élèves, des gars qui sont avec Butch Harmon ou qui sont avec des grands coachs qui font des meet-ups secrets quasiment avec Gankus. Il y a ça dans le coaching parce que là, on rentre dans l'ancienne génération du coaching versus la nouvelle génération du coaching. Il y a même des coachs qui sont excusés de leur façon d'enseigner dans les dernières années parce qu'ils ont brisé le dos de certains golfeurs. C'est bon, cette nouvelle période-là. La nouvelle génération dans le golf, ça doit être passionnant de faire partie de ce nouveau souffle-là dans le golf. Je pense que les réseaux sociaux ont changé toute l'industrie de l'instruction au complet. Parce que, comme on parlait un peu avant, les coachs, on dirait que s'ils ont trouvé le secret de l'élan de golf, puis je pense pas qu'il y a un secret, mettons qu'eux autres, ils disaient ça, ils ne voulaient pas donner cette info à d'autres coachs. Ils voulaient le garder pour leur-même pour que, OK, tu as un élève qui a de la misère en ce moment, ben, je m'excuse, mais à part s'il va venir me voir, je ne vais jamais t'aider avec ton élève. Alors, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui voulaient devenir plus connus dans l'industrie, comme moi quand j'étais plus jeune et j'ai commencé mon Instagram et mon Twitter. Et pour être plus connu, tu n'avais pas de choix de donner de l'info en ligne gratuitement. Parce que si je reste à Montréal puis je parle à personne, il n'y a personne qui va me connaître. Alors, si je voulais atteindre des élèves des États-Unis ou d'Angleterre ou ici au Québec, je n'avais pas le choix de mettre mon info en ligne, pas vraiment pour aider des joueurs, mais c'était même juste pour dire, OK, regarde mon info, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes élèves. Si tu veux venir me voir, ben ça, c'est mon info, ça, c'est la base de mon info. Alors, je mettais de l'info en ligne gratuitement. Alors, c'est rendu plus un secret quand on parle de l'information. Alors, je pense que l'industrie a changé beaucoup dans les 5-10 dernières années. Est-ce que autour de toi, ta famille, tes amis, tes chums, regarde ce que tu fais? Y en a-tu quelques-uns qui tes chums de soccer qui disent ben j'ai jamais joué au golf, j'embarque? Est-ce qu'il y en a qui essayent d'avoir des petits coachings gratuits de temps en temps? Et est-ce que tu leur donnes des cours? Je donne jamais de vrais cours officiels à des amis ni famille. J'ai appris ça très jeune que quand tu perds, je ne sais pas comment dire en français, when you lose the authority, le monde qui vient te voir, ils vont payer pour un cours. You are the authority dans cette situation-là. Quand tu perds cette contrôle parce qu'ils ne sont pas en train de payer pour des cours, ils vont toujours avoir des réponses que tes élèves ne te diront jamais. Exact. Ils vont te questionner, ils vont mettre en doute ce que tu es en train de leur dire. Exactement. Puis c'est comme ça avec mon frère aussi, qui travaille avec moi à temps plein puis qui voit ce que je suis en train de faire avec mes joueurs de pro. Alors, quand tu as des familles ou des amis qui veulent de l'aide, je vais les aider un peu, je vais te donner certains petits trucs, mais je ne vais jamais te donner des cours officiels, ça c'est sûr. OK. Hey, avant de te laisser aller, Shane, j'avais préparé 2-3 trucs. C'est le Masters en fin de semaine. Il y a des joueurs qu'on va surveiller. J'ai des questions. Je ne sais pas si tu peux nous les expliquer ou nous les juste démocratiser. Pourquoi un gars comme Bryson DeChambeau frappe la balle aussi loin, mais qu'un gars comme Cameron Champ,
qui est pas mal moins explosif dans son swing. À l'œil, il frappe aussi loin, sinon encore plus loin. Premièrement, la manière qu'ils gèrent leur club speed, ce sont très différents d'un ball à l'autre. Ouais. Bryson, il explose parce qu'il monte vraiment haut dans le backswing. Il est en train de pousser vraiment fort en bas à terre. Puis il explose encore en extension, en finissant. C'est à cause de ça qu'il donne beaucoup de force à la balle. Cameron Champ a beaucoup plus de vitesse dans ses bras. Alors, il n'est pas en train de monter et descendre comme Bryson est en train de faire, mais ses bras ont beaucoup plus de vitesse que Bryson DeChambeau. Alors, quand tu vois les deux, ils ont l'air vraiment différents, mais un est en train de la neutraliser avec un ball, puis l'autre de l'autre sens. C'est juste deux manières de gérer de force à la balle. OK. À ton œil, à toi, présentement, sur le PGA Tour, qui a le plus beau swing au niveau technique, mettons? J'ai cette question parce que je te dirais que ça dépend de mes élèves. Parce que, premièrement, c'est sûr que quand je regarde les joueurs sur le PGA Tour, il y en a certains qui font des bonnes affaires pour faire un draw. Il y en a certains qui font des bonnes affaires pour faire un fade. Je dirais, il n'y en a pas un qui est meilleur à l'autre. Ça dépend de ta préférence aussi en même temps, de trajectoire. Alors, parce que tu vas aller au champ de pratique sur un tournoi de la PGA Tour, tu vas voir des gars qui la frappent vraiment haut et tu vas voir des gars qui la frappent vraiment bas. Tu ne peux pas dire qu'un est meilleur que l'autre, ça dépend encore de ta préférence. Alors, dans ce temps-là, si tu aimes faire des draws, c'est sûr que tu ne peux pas battre le swing de Rory. Moi, je l'aime vraiment bien. Puis la plupart des élèves qui vont rentrer dans mon studio font des slices. Alors, je leur dis, si tu devrais voir un élan, check le swing de Rory. OK. Et en terminant, dernière question. Est-ce qu'il y a un gars sur le tour que tu regardes son swing, que tu le vois, qu'il y a quelque chose qui cloche, puis que tu te dis « Ah, j'aimerais ça travailler avec parce que il me semble qu'on est à ça de le rendre meilleur. » Ben, je te dirais que c'est la moitié de la PGA Tour. Oh boy, fait que c'est un appel. Elle est lancée au pro de la PGA. Appelez Shaheen parce qu'il va vous corriger au moins la moitié. C'est bon, ça? C'est bon. J'ai commencé de mettre des vidéos en ligne une fois par semaine sur mon Instagram des joueurs de la PGA Tour en disant comme il y a des affaires qui se passent que j'aime vraiment pas et qui peuvent s'améliorer. Puis je l'ai fait récemment avec Jimmy Walker aussi. Si tu veux aller voir mon Instagram, tu le verras. Alors, je dirais que... vas-y. Est-ce que tu le tags quand tu fais ça? Il m'a même envoyé un message dans mon DM. Très cool. Mais hey, ça démontre le pouvoir. Un gars, un jeune de Montréal qui est pas venu en contact avec cette personne-là, il est capable d'aller les rejoindre. Puis, écoute, mais il te répond avec de l'ouverture, puis il dit oui. Je l'avais pas vu. Puis, C'était quoi ta question? Est-ce qu'il te répond avec de l'ouverture en disant Hey, merci, tu sais, j'avais pas remarqué ça dans mon swing ou il t'a envoyé promener? Je te dirais que c'est 50-50. Des fois, ils se sont très fâchés en disant comme pourquoi tu es en train de dire ces affaires-là en ligne. Mais il y en a d'autres qui sont très ouverts, qui se sont en train d'avoir de la misère avec leur game, puis ils se sont beaucoup plus ouverts à recevoir de l'info d'un autre coach. Très cool. Shaheen, si on veut te booker pour des leçons, comment ça fonctionne? Ben, la meilleure chose, c'est de nous envoyer des courriels. Tu peux voir sur tous mes réseaux sociaux, mon email est là-dessus. Si tu veux me rejoindre, c'est toujours la meilleure manière. Ouais, c'est ça. C'est la plus facile. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, aujourd'hui? Là? Max et moi, on va aller te rendre visite. Je l'ai laissé ouvert mon après-midi juste pour vous autres. Super, on apprécie. Hey, Shaheen Giovanni, un gros merci d'avoir pris du temps pour nous jaser sur Golf Nation. Ça a été un plaisir de t'avoir. Puis j'invite les gens à aller consulter ton Instagram, ton Facebook, ton Twitter, puis surtout aller te voir pour une leçon. Parce que moi, tous mes chums qui ont commencé à jouer au golf dernièrement, je leur ai tous dit commence par une leçon, va voir quelqu'un qui va t'aider. Ça va être une grosse année pour le golf en 2021. Tu penses que tu vas en jouer combien des 18 trous cet été? L'année passée, j'ai joué 4. Si je suis capable de le battre, je vais être bien content. Ça, peut-être 5-6. Ben, c'est la vie d'une personne qui travaille dans l'industrie du golf. Tu joues moins souvent que tu le travailles, mais ça fait partie de devenir mieux dans ce que tu fais. Absolument. Shaheen, merci beaucoup de ton temps.
Ça va être une grosse semaine de golf, Marc. On le sait, le Masters. Moi j'enlève les batteries dans la télécommande à la maison. Personne ne touche à ça. Moi, je suis stationné devant la télé. Oui. C'est le plus grand événement sportif à mes yeux, à moi. Puis là, les fans de tennis, de F1, on se battra plus tard. Mais quand tu es un maniaque de golf, le Masters, il y a quelque chose de spécial. Puis je suis content de retrouver le Masters au mois d'avril, là où ça doit être. Mais ça doit être. Puis en plus, on est choyé parce que ça fait juste 5 mois qu'on n'a pas eu de Masters? Oui. Fait on est vraiment chanceux. Avec des gens sur le terrain. Oui. Écoute, c'est un retour à la normale, entre guillemets. Mais le fait, comme François-David Rouleau nous a mentionné, il va y avoir des gens sur place. On va pouvoir entendre les uproars quand les gens vont faire des potes. Ça nous manque dans tous les sports. Fait que peu importe que ce soit le hockey ou un autre sport où il y a des foules, mais dans le golf, c'est parce qu'on est habitué d'entendre silence. Et quand il y a un pote qui se fait, c'est le roar, c'est l'énergie, on dirait des coups de foudre. Imagine-tu, là? Fais-moi imaginer Tiger qui gagne le Masters en 2019, pas de foule. Enlève la foule, là. Enlève là, Tiger qui gagne le Masters. Là, mettons qu'il gagne là, d'une année de pandémie. Là, mettons qu'il gagne le Masters là, en novembre, là, il n'y a pas de foule. Écoute. Rappelle-toi, on était où? On était à l'Expo Golf. On était à l'Expo Golf. On était à l'Expo Golf à Québec. C'était la dernière journée, c'était le dimanche. Tout le monde était collé devant les télés. On a pu mettre le Masters sur 4 télés. Et il y avait des conférences à ce moment-là. Oui, on a même annulé les conférences. Je pense qu'on va raconter. Il y avait des conférences à ce moment-là, puis il y avait des officiels de Golf Québec qui s'en venaient donner leur conférence sur les nouvelles règles du golf en 2020 qui allaient être en télé. Puis là, on met les TV, on met le son, puis là, tout le monde arrête. Même les gens sortent des kiosques. Les exposants, à ce moment-là, puis là, il y a le monsieur qui s'en allait donner sa conférence, qui vient nous voir, qui fait là, est-ce que je fais donner ma conférence quand même? Hey, Tiger is on a comeback. Il va gagner le Masters. Je m'excuse, mais on ira voir le site web pour les règles de golf après. Mais moi, pour vrai, là, je me souviens de ce moment-là, puis c'est ça qui m'a traversé l'esprit cette semaine. Je me disais, imagine s'il n'y avait pas eu de foule. Je ne sais pas si ça aurait été, si l'énergie aurait été là pour Tiger de la même façon. Moi, quand il a pris Charlie dans ses bras après avoir gagné, j'ai fendu en deux. Là. Oui. Je pleurais, me cachais en regardant Christian Manek. Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Non, je pense pas que ça aurait été pareil. Puis le fait qu'on joue un Masters sans Tiger, il l'a raté quelques années par le passé, il l'a raté. Là, après son comeback. Oui, mais on pensait qu'il était là. On pensait qu'il était de retour, puis là, c'est même pas le golf qui l'a sorti du jeu. Là. Ouais. Fait que, non, ça va être le fun de voir ça, les foules à nouveau. J'ai hâte de voir, là, mais est-ce que même la végétation va être pareille? Parce que c'est pas la même affaire au mois de novembre qu'au mois d'avril, le printemps et tout. Mais ça va être bon, par exemple. Si je regarde des noms, là, je vais name-dropper quelques gars. Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Paul Casey, Pat Cantley, Corey Connors, le Canadien, est là, il est de retour. Ça va bien pour lui. Il a passé proche beaucoup dernièrement. Bryson DeChambeau, évidemment, va être là. On a parlé avec François-David tantôt. Matthew Fitzpatrick, qui est très bon. Moi, j'aime beaucoup Tommy Fleetwood. Fleetwood est là. Tony Finau également. Finau est là. Fratelli, Garcia, Tyrell Qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu es en train de mentionner des noms qu'on n'a pas vus depuis 2 semaines à peu près. Parce que les deux derniers tournois, les 2 dernières fins de semaine, ces gens-là, normalement, ils se préparent. Fait qu'ils ne jouent pas dans le Valero Texas Open, ils ne jouent pas dans le tournoi qui était... À moins que tu veuilles te qualifier comme Ricky Fowler. Exact, tu as besoin de te qualifier, tu n'as pas le choix. Mais tu es en train de mentionner des noms que quand tu les entends pas toutes les fins de semaine, tu oublies comment ils sont tellement puissants. Tu sais, Tommy Fleetwood, là, ça fait quelques... sur le European Tour, là, il n'a pas l'air d'un Guinness. Non, ça va super bien. Là. Fait que c'est le fun d'entendre ces noms-là parce que, tu sais, il y a des noms qui me reviennent quand c'est la fin de semaine du Masters ou la semaine du Masters. Même, comment il s'appelle l'Espagnol? Garcia? Non. Plus âgé, Champions Tour. Tu sais de qui je parle? Oui, Glesgar. Non, voyons. L'autre qui est un peu plus gros. Je vais trouver ça. Marc et les noms. Moi, les noms. Vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on va faire les podcasts. Marc oublie tout le temps les noms. Mais tu sais, Mackenzie Hughes, Dustin Johnson qui revient comme champion défendant, Kevin Kisner, l'élève de Shane Giovanni qui est là, Brooks Koepka, Matt Kuchar, Jason Kokrak, Bernard Langer. Écoute, Langer, ça fait des années. Sandy Lyle, Shane Lowry, Diki Matsuyama, Rory McIlroy, Colin Morikawa.
Il est là. Colin Morikawa, Moi, ça va être oui, très bon. oui. José Maria Olazabal, c'est celui que tu cherchais? C'est pas lui, mais c'est Maria Olazábal, oui. Écoute, Tu vois, ben, c'est des noms encore qui sont là, mais on n'est pas habitué de les voir sur le PGA Tour. Mais tu parlais du fait qu'ils n'ont pas joué dans les 2 dernières semaines. Moi, j'ai vu de quoi de tellement cool au Drive Chip and Putt. Écoute, le Drive Chip and Putt, ça se passe sur les enceintes. Vas-y, tu l'as trouvé? Angel Cabrera. Angel Cabrera. Il a gagné, ça fait pas longtemps. Ça fait moins de 10 ans. Ah oui. Puis, c'est pas un joueur qu'on voit plus sur le tour, mais il est toujours là. Il est toujours ça, là. on va revenir là-dessus. On va finir ta pensée. Le Drive Chip and Putt. Oui. Les gars sont déjà arrivés à Augusta. Fait que les gars, ils visitent la ville, ils se promènent, ils s'entraînent. Puis là, ils montrent le Drive Chip and Putt à la télé, ils montrent les kids. Et Justin Thomas est là. Il regarde. Puis là, maintenant, il y a la caméra sur lui. Puis là, il regarde les drives. Puis il applaudit les kids. Il va leur faire des high-fives. J'ai tellement trouvé ça beau. Oui. Justin Rose, j'ai vu Justin Rose dans la foule également avec son masque. Il est là. Baba, il est toujours là aussi. Je trouve ça cool. Mais Baba, Ricky Fowler, malheureusement, qui ne sera pas au Masters cette année, mais c'est des ambassadeurs du PGA Junior League. Fait qu'eux autres sont collés au silo de qualification pour le Drive Chip and Putt. Mais ça, là, c'est pareil comme Sidney Crosby qui va à patinoire applaudir des kids. C'est la même chose. Absolument. C'est le meilleur des meilleurs, puis ils sont là, puis ils appuient, puis ils n'ont pas besoin de le faire. Non. Mais ils le font. Mais ils aiment la game. Puis moi, de voir Justin Thomas, je suis content. Il a vécu un épisode pas le fun en début de saison. Il s'est fait prendre dans un tourbillon. Malgré lui. Aime ou aime pas ce qui s'est passé, puis aime ou aime pas le gars. C'est fondamentalement une bonne personne, je pense. Puis moi, de voir ça hier, ça m'a bien gros ému dans le Drive Chip. Oui, mais c'est sûr qu'il y a du PR en arrière de ça. Il est en train de se faire coacher, juste pour son golf, mais aussi pour son demeanor à l'extérieur. Mais j'ai nommé Angel Cabrera, tu as nommé des gros noms, des gens qui ne sont pas toujours présents, mais ils sont là au Masters parce que ces gens-là, quand ils gagnent le Masters, ils ont un lifetime. Oui, tu peux jouer toute ta vie. OK. Moi, c'est bien beau de les voir, là, mais tu penses-tu qu'ils prennent la place d'un autre qui devrait être là? Parce qu'il y a juste, c'est quoi ça? C'est combien de places au Masters? C'est un field de 144. 144. Ouais, fait qu'il y a un field de 144. Mettons, tu as les top 100 là-dedans qui sont sur le PGA Tour qui devraient être là. C'est des gens qui compétitionnent, qui ont des chances de le gagner. Mais tu as, mettons, une quarantaine de golfeurs, là. Ça dépend. Ouais, mais ils ont-tu des chances de le gagner? Non. Est-ce qu'ils sont là parce que, oui, c'est de Masters? C'est bien beau, là, mais tu l'as joué combien de fois dans ta vie? Passe ton tour, laisse l'autre jeune prendre sa place puis avoir les chances d'être là. Pas parce que c'est bon pour le restant de tes jours, tu es obligé de le faire. Tu sais, Nick Faldo pourrait le jouer. Faldo n'est pas là. Mark O'Meara pourrait le jouer, le gagnant 98. O'Meara n'est pas là. Oui. Je pense qu'il y a des gars qui décident eux-mêmes de tu sais, Angel Cabrera, il l'a gagné en 2009. C'est ça. Ça fait 11 ans. OK. Charles Schwartzel, il n'est pas là. Je ne l'ai pas vu, je pense. OK. Adam Scott l'a gagné en 2013. Danny Willett l'a gagné. Hey, Danny Willett, c'est vrai, il l'a gagné en 2016. Oui. Et c'est ressorti de nulle part. Tu sais, des gars, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Mais il y en a, écoute, je ne le sais pas, mais il y en a qui prennent des places. Ça, mais c'est un beau respect de la tradition. Mais je trouve que la balance est bonne entre les plus vieux et les plus jeunes. C'est Victor Hovland est là. Oui. Matt Jones, qui vient juste de gagner. Ouais. Kisner, Kokrak, Kuchar, Leishman. Kisner, moi, je trouve ça drôle. On vient juste de parler avec Shaheen. Ouais. Il parlait de Kisner, que lui, il donne des cours. Ah ouais. Ben, Kisner, je me demande, là, quand tu parles, tu sais, le joueur puis le coach, est-ce que tu dis au joueur, hey, le grand, viens pas dire que tu aimes ça rentrer en 20e rang, ou j'essaie de te coacher pour que tu gagnes, puis toi, tu me dis, avec 20e place, tu es bien à l'aise. C'est sûr. C'est bien spécial, cette dynamique-là, mais c'est un des seuls sports où tu peux passer ta vie sur le tour à jamais gagner un tournoi, mais avoir 3 maisons, un jet privé et un yacht. Tu peux passer ta vie à faire des top 10, des top 20, puis faire des millions. On parlait cette semaine dans notre road show sur nos Facebook, on parlait de Joel Damon. Joel Damon a gagné son premier tournoi à Corrales. Il a 7 millions de gains dans sa vie. C'est malade. 7 millions, t'es correct, là. Oui, c'est vrai. Absolument. Tu vis bien. Mais tu vis bien.
Jordan Spieth a gagné le Valero Open. Oui. Jordan Spieth va être du Masters. Oui. Est-ce qu'il peut le faire 2 semaines collées? Parce que j'ai bien hâte de voir. Ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'il va avoir assez d'essence dans la tank? Parce que là, il vient juste de donner fort. Ouais. Là. Parce qu'il voulait le gagner, puis il n'a pas gagné facilement en fin de semaine. Là. Non, vraiment OK? Fait qu'il a gagné par 2 strokes. C'était pas facile. Les derniers trous, il a travaillé fort. Est-ce qu'il va pouvoir avoir la même énergie? Je ne le sais pas. Lee Westwood? Lee Westwood, je pense qu'il va être dans les top... moi, je dirais top 10. Je pense pas qu'il... Parce que là, Lee Westwood, il a beaucoup joué dans les dernières semaines, derniers mois. Ouais. Il s'est bien préparé. Mais est-ce qu'il a pris le temps de pratiquer les shots que ça prend au Masters? Parce que tu te rappelles que quand tu parles du Masters, il y a beaucoup de shot shaping. Il y a des shots qui sont... Tiger Woods l'a dit dans son documentaire. Il a fallu qu'il le travaille sans arrêt. Quand tu arrives au Women's Corner, là, il y a des trous qu'ils vont sur le range et ils font juste pratiquer ça. Mais tu sais, je regarde la liste et j'essaie de me dire, là, je me dis dans ma tête, demande-moi à Marc qui tu penses qu'il va gagner. Puis même moi, je ne serais même pas capable de répondre. Non, c'est difficile. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Tommy Fleetwood. Puis je lui souhaite donc une victoire d'un tournoi majeur sur le PGA Tour. Je pense que Fleetwood pourrait le faire. Rory, écoute, Rory, là, mais il est dû, mais je pense pas que c'est son temps encore. Il ne performe pas en ce moment. Moi, que je rêve de voir gagner et que je rêve de voir propulser au rang de super vedette, c'est Cameron Champ. J'aime tellement ce gars-là. Oui. Vient d'une famille, du bon monde, du monde accueillant, fait énormément dans sa communauté. Oui. Pour le golf junior, pour le développement du sport chez les jeunes en milieu défavorisé. Ça va être intéressant. Ça commence. Oui, ça commence. Puis, fait que toi, c'est Cameron Champ? C'est ton choix, c'est ton pick. Tu y vas avec ça? Je vais dire Champ et Fleetwood. Je vais en prendre 2. OK. Moi, je vais dire Morikawa. Il est là? Oui, Colin Morikawa. Colin Morikawa, puis je te dirais, même si c'est pas mon préféré, ça ne l'est pas, mais Spieth va être proche du top. Même s'il n'y aura pas l'essence dans le tank, je pense que les étoiles sont alignées pour lui en ce moment. Il est à un bon il a un bon minding. Fait que c'est les deux jeunes. Venez laisser vos prédictions sur le groupe de Golf Nation sur Facebook. Ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous autres. Max, avant de quitter, où tu vas regarder le Masters? Tu regardes à la ça? Télévision. Oui, mais non, tu ne peux pas le regarder à la télévision les 2 premiers jours, jeudi, vendredi. Tu peux regarder les rondes d'après-midi, pas les rondes du matin. Oui, mais il y a une façon de le faire. Il faut que tu achètes la subscription, puis je vais t'en parler. Anyway, moi, je les regarde, puis tu peux voir 4 écrans en même temps. Moi, je mets ça sur genre 7 écrans, je divise tout. Mais tu vas être devant ta télé, tu vas regarder ça chez vous, avec les 2 pieds sur le pouf. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive s'il fait genre 16 degrés samedi puis dimanche la semaine prochaine? Puis les terrains sont ouverts. Puis là, tu mets la télé, tu regardes le Masters, puis tu fais comme j'aimerais aller frapper des balles. Je veux le faire. C'est le Masters. OK. Je vais t'appeler samedi matin, mais qu'il fasse 16 degrés. On va aller jouer une game avant. Hey, un gros merci tout le monde pour ce premier show-là. Merci à François-David Rouleau du Journal de Montréal. Merci à Shane Giovanni. Merci Mark Fraser. Yes, sir. Merci, Max. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Golf Nation sur TVA Sport et sur Cube Radio. Salut.